La retraite, ça peut vite ressembler à un casse-tête. Entre les trimestres, l'âge légal, le taux plein, la décote, le régime de base, le régime complémentaire, on se retrouve face à plein de termes qui ont l'air compliqués et on finit par se dire « j'abandonne, j'y comprendrai jamais rien ». Et c'est vrai que la retraite, c'est un peu comme un jeu auquel on est tous obligés de jouer sans jamais qu'on nous explique vraiment les règles. Mais vous allez voir que c'est pas tant inaccessible que ça. Par exemple, en un peu plus de 2 minutes, vous pouvez comprendre les bases du système de retraite en France et vous familiariser avec tous ces termes. Démonstration. En fait, tout commence quand vous entrez dans la vie active. À chaque fois que vous travaillez, vous cotisez, c'est-à-dire qu'une partie de votre salaire est prélevée pour financer votre future retraite. Ces cotisations vous permettent d'accumuler des trimestres tout au long de votre carrière. Vous pouvez valider jusqu'à 4 trimestres par an, et le but, c'est d'en avoir un certain nombre, autour de 172, pour partir avec une pension complète, c'est-à-dire au taux plein. Ça, c'est le meilleur scénario. Mais pour bénéficier de ce taux plein, il ne suffit pas d'avoir tous ces trimestres. Il faut aussi attendre l'âge légal de départ à la retraite, c'est-à-dire l'âge minimum à partir duquel vous avez le droit de partir. Aujourd'hui, il est fixé à 64 ans, mais il peut varier selon votre année de naissance et votre situation professionnelle. Par exemple, si vous avez commencé à travailler jeune, vous pourriez peut-être partir plus tôt grâce au dispositif qui s'appelle carrière longue. Ensuite, il peut arriver qu'au moment où vous pouvez partir, à votre âge légal donc, il vous manque des trimestres. Vous n'avez pas rempli votre compteur de trimestres. Dans ce cas, vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez décider de travailler plus longtemps pour compléter vos trimestres manquants. Vous pouvez racheter des trimestres sur des périodes incomplètes de votre carrière ou sur vos années d'études par exemple. Ou alors vous pouvez choisir de partir malgré tout, auquel cas vous aurez une décote, c'est-à-dire une réduction de votre pension, un peu comme un malus en assurance. A l'inverse, si vous dépassez à la fois votre âge légal et votre nombre de trimestres requis, vous pouvez bénéficier d'une surcote, c'est-à-dire d'un petit bonus sur votre pension. Vous allez le voir, certains trimestres peuvent aussi être validés sans travailler. On les appelle des trimestres assimilés. Par exemple, en cas de chômage, de maladie, de service militaire ou encore si vous avez des enfants, vous pouvez remplir votre compteur de trimestres. Mais globalement, pour voir où vous en êtes avec vos trimestres, c'est important de vérifier régulièrement son relevé de carrière. Parfois, certaines périodes ne sont pas bien enregistrées. Il y a des erreurs, des trimestres qui manquent, donc il faut faire ce qu'on appelle une reconstitution de carrière, étape clé pour faire valoir tous vos droits. Ensuite, quand vous serez prêt à partir, vous pourrez liquider vos droits. C'est-à-dire faire votre demande officielle pour déclencher le versement de votre retraite. D'ailleurs, même après ça, vous pouvez éventuellement continuer à travailler si vous le souhaitez, grâce à des dispositifs comme le cumul emploi-retraite, qui vous permet de toucher votre pension et d'avoir en plus une activité rémunérée. Bref, de votre premier emploi jusqu'à une retraite bien méritée, il y a un certain nombre d'étapes, de règles et de subtilités. Mais vous voyez, en 2 minutes, on a déjà démystifié tous ces mots qui paraissent super compliqués au premier abord. Et maintenant que les bases sont posées, on va retrouver Simon Mariel, expert retraite chez Cali Retraite, qui va nous expliquer les règles du jeu de la retraite, plus en profondeur encore. Ce qui est important à comprendre dans la retraite déjà, c'est que c'est un système sur lequel on est globalement obligé de cotiser tout au long de notre vie. À partir du moment où on a une activité qui est soumise à une rémunération qui va être soumise à une cotisation, on va être obligé à cotiser un système de retraite. Il existe énormément de systèmes de retraite, des retraites de base, des régimes complémentaires, des régimes spéciaux selon la nature de l'activité, et chaque régime de retraite, chaque caisse de retraite a ses propres règles du jeu. Et la retraite, le principe, c'est de se dire, tous les ans, tout au long de ma carrière, je vais verser des cotisations à un organisme qui, quand je partirai en retraite, en compensation, me reversera une rente viagère, donc c'est-à-dire un montant qui sera déterminé selon ses propres règles de calcul et qui sera redonné à vie. Donc c'est comment je mets entre guillemets de côté tous les ans au travers, soit mon bulletin de paye si je suis salarié et j'ai mes cotisations qui partent, soit un indépendant auprès des cotisations qui versent par exemple auprès de la caisse de l'URSSAF, comment ça sera redistribué à terme quand il prendra sa retraite. Et la grande question, c'est quand et combien je vais percevoir quand je déciderai de m'arrêter, si je peux m'arrêter à une date choisie. Depuis la réforme des retraites, tout le monde a le chiffre 64 en tête. Moi, j'ai découvert en travaillant ici que ce chiffre-là n'était pas applicable à tous les Français et toutes les Françaises et qu'en fait, il dépendait à la fois de notre année de naissance, mais aussi de notre carrière, enfin de toute notre individualité dans notre vie, quoi. Est-ce que toi, tu pourrais expliquer ça aux gens qui se demandent, c'est-à-dire ça dépend de chaque personne? Exactement. Alors, quand partir à la retraite, ça va dépendre déjà de ton statut et de ta carrière. Déjà, est-ce que tu as une carrière qui est uniquement salariée? Donc, tu dépendras des règles du jeu
des caisses de retraite salariées. Et en effet, l'âge 64 ans qu'on entend souvent, c'est un âge qui a été promulgué avec la réforme des retraites, ou un objectif de se dire il faut qu'on tende vers un âge de liquidation des retraites à partir de 64 ans. Maintenant, 64 ans, c'est l'âge légal de départ en retraite. Il existe déjà un des systèmes de dérogation qui permet de partir avant l'âge légal de la retraite. Le plus connu, c'est la carrière longue. Est-ce que j'ai le droit ? Et si j'ai le droit, à quel âge je peux commencer ma carrière longue ? Parce que selon notre année de naissance, selon notre borne de début d'activité, toutes les personnes n'ont pas le droit au départ au titre de la carrière longue. Il y a tout le système des départs anticipés au titre, on va dire, d'incapacité, d'invalidité, qui peut permettre de partir aussi avant l'âge légal. Et au-delà des carrières salariées, on a les autres caisses de retraite, les régimes spéciaux par exemple, on va avoir les fonctionnaires aussi qui peuvent avoir des départs anticipés. Alors ils appellent ça les catégories du coup sédentaires, actives et super actives. Et c'est toutes ces spécificités qui fait qu'on peut avoir un départ avant l'âge légal. Et on peut avoir un scénario où une personne qui a plusieurs carrières, c'est-à-dire plusieurs métiers, peut avoir une partie de sa carrière en salarié privé, une partie de sa carrière en fonctionnaire, une partie de carrière en profession libérale, pourrait se voir partir à des âges différents en fonction de ses caisses de retraite. Et ne pas forcément liquider toutes ses retraites en même temps. D'accord. Parce que la carrière longue est un dispositif commun au régime de base, mais qui ne va pas forcément être commun sur tous les régimes complémentaires. Donc ça veut dire que tu peux avoir ta retraite A qui sera versée en carrière longue, mais ta retraite B qui pourrait être versée qu'à partir de ton âge légal. Il n'y a pas qu'une seule caisse de retraite en fait, il y a différents régimes. Et pour des personnes qui ont cotisé dans différents régimes, elles peuvent percevoir différentes pensions. Combien il y a de caisses de retraite, quelle est l'ampleur du truc quoi. Alors, aujourd'hui, on a beaucoup de caisses de retraite en France. Parce que les caisses ont voulu s'organiser autour d'une branche, d'une profession, pour pouvoir s'adapter aussi à leur population. Et donc on va retrouver la caisse principale des salariés, sur laquelle qui représente la majeure partie de la population qu'on a en France. Mais on a aussi des caisses auprès des professions libérales, qui ont chacune leur caisse complémentaire, plus d'une dizaine de caisses différentes. On a les régimes spéciaux, donc la réforme des retraites en a supprimé déjà 4. Pour le coup, et on voit qu'on tend vers une diminution de la diversité des caisses de retraite pour unifier, on va dire, les règles du jeu. Donc oui, selon votre parcours, vous pouvez avoir plusieurs déjà retraites de base qui vous est versées et après plusieurs retraites complémentaires. Chacune des caisses que vous avez vous versera une pension, il y a ces règles du jeu. On a en moyenne 4, 5, 6, 7 et des fois même des records à 8, 9 caisses différentes tout au long d'une carrière. Ce qui veut dire 9 montants aussi à vérifier, 9 montants à contrôler pour s'assurer que au moment de la retraite, le montant qui vous sera versé, est-ce que ça sera le bon montant ? Quand on parle de la retraite, il y a deux choses différentes, c'est la retraite de base et la retraite complémentaire. Comment on peut expliquer ça à des personnes qui se disent encore une fois « oulala, c'est quoi ce truc, je comprends rien, il y a trop de nœuds, etc. » La retraite de base, qu'on va souvent assimiler, si je prends l'exemple des salariés et artisans commerçants, c'est le régime qui est géré par l'assurance retraite et qui est calculé sur les 25 meilleures années. On va prendre vos revenus sur les 25 meilleures années, qui sera multiplié par votre taux de liquidation, fois votre durée d'assurance au sein de la caisse, fois la durée d'assurance requise en fonction de votre année de génération. Ça, globalement, c'est la formule de calcul. Il faut faire attention, ça c'est vraiment une spécificité qu'on a. Chaque élément a sa propre définition. Ce qu'on entend par 25 meilleures années vos revenus, ce ne sont pas forcément tous les revenus. Ce sont des revenus qui seront limités au plafond de la sécurité sociale de l'année, qui seront revalorisés par un coefficient de revalorisation. Et donc, c'est l'ensemble de cette explication de ces définitions qui permettra de calculer 25 meilleures années. Un salarié qui, sur l'année 2025, perçoit 60 000 euros sur cette année-là, on ne va pas tenir compte de 60 000 euros, mais on tiendra compte au maximum de 47 100 euros, à condition qu'il ait travaillé les 12 mois de l'année. Et ça, ce sont des spécificités qui sont propres au calcul de retraite. Et ça va être votre retraite de base qui tiendra compte aussi, si je prends l'exemple toujours des salariés, tous les trimestres que vous aurez acquis dans tous les autres régimes. Votre durée d'assurance, qui permet de savoir si vous avez le taux plein, on ne va pas tenir compte uniquement des trimestres que vous avez validés auprès de la caisse. On va tenir compte de tous les autres trimestres que vous avez validés auprès d'autres caisses. Si vous avez par exemple une carrière mixte, mi-fonctionnaire, mi-salarié privé, vos trimestres à la fonction publique serviront au calcul de la liquidation de votre retraite du régime des salariés. Du coup, par exemple, s'il faut 172 trimestres pour cette retraite à taux plein, il va y avoir quelqu'un qui va avoir totalisé, par exemple, 100 trimestres en tant que salarié
et qui ensuite a fait une reconversion dans un food truck, j'en sais rien, et qui grâce à ça va totaliser 72 trimestres. Du coup, la personne ne doit pas se dire « Ah tiens, je dois refaire les 172 trimestres dans chaque caisse ». C'est en fait l'addition de tous les différents régimes auxquels on a cotisé qui nous permet d'atteindre ces trimestres. Ça prend en compte toute notre vie de travail, quoi, c'est ça. Alors, exactement, le nombre de trimestres qui est attendu, si on prend l'exemple de quelqu'un, on attend 172 trimestres pour avoir le taux plein, on va regarder tous les trimestres que la personne a validés dans chacune des caisses. Attention, il y a une règle de superposition qui dit on ne peut pas valider plus de 4 trimestres sur la même année, c'est-à-dire que si sur une année, tu as validé 4 trimestres au titre de ton activité salariée et 4 autres trimestres par exemple au titre d'une activité libérale, on retiendra que 4 trimestres sur l'année en question. À cela, après va s'ajouter aussi toutes les bonifications, majorations qu'il existe du DUR assurance qui viennent être comptabilisées en complément à la fin et qui peuvent venir permettre d'atteindre ou de dépasser ce fameux nombre de 172 trimestres pour obtenir le taux plein. Moi, c'est vrai que quand on m'a dit dans une année, il faut 4 trimestres, je pense un trimestre égale 3 mois. Du coup, ça marche pas comme ça. Les trimestres sont pas compris en termes de durée, en mois, etc. C'est compris en termes de somme d'argent qu'on gagne. C'est ça, enfin, comment ça marche? Dans le langage courant, un trimestre c'est 3 mois, donc on peut se dire je travaille 3 mois, je valide un trimestre. En réalité, non. Tout dépend de la nature d'activité ou de période assimilée, et ça je vais y revenir, qui permet de déterminer comment on calcule un trimestre, 2 trimestres et 3 et 4 trimestres sur une année. Si je prends l'exemple d'un salarié, ça ne va pas être sa durée de travail, mais ça va être sa rémunération soumise à cotisation qui permettra de valider des trimestres. Et cette rémunération soumise à cotisation sera plafonnée en fonction du fameux plafond de la sécurité sociale. Globalement, en 2 mois, avec une rémunération suffisante, on peut valider 4 trimestres. Par contre, en travaillant qu'un mois, on ne peut pas valider 4 trimestres sur une année. Il existe des périodes aussi qui permettent de valider des trimestres. On a des périodes de chômage, on a des périodes de maladie, d'invalidité. Pareil, elles vont avoir leur propre règle de calcul qui vont être plus sur une durée de perception qui permettra de valider des trimestres. Par exemple, le chômage, c'est 50 jours de perception de chômage qui permet de valider un trimestre. Là où une personne en arrêt de travail, donc sur une période assimilée maladie, 60 jours permettra de valider un trimestre. Pour un indépendant, on va demander d'avoir une rémunération sous l'année soumise à un certain seuil de cotisation qui permet de valider un trimestre. Parce que l'indépendant, lui, ne va pas se verser un bulletin de paye, il n'a pas de bulletin de paye tous les mois. Donc ça va être sa rémunération sur la fin de l'année qui atteint un certain montant, permet de valider un trimestre. Sachant qu'aujourd'hui, le trimestre est calculé avec un indicateur qui est le SMIC. C'est-à-dire que pour valider un trimestre, il faut avoir une rémunération qui est soumise à 150 fois le SMIC horaire. Si on prend l'exemple d'un indépendant, il faudrait qu'il ait quelle somme, sur, j'en sais rien, 3 mois par exemple, pour valider un trimestre? Alors, pour valider un trimestre, aujourd'hui, il faut 150 fois le SMIC horaire. Le SMIC horaire est à 11,88 €, donc c'est le SMIC horaire au 1er janvier de l'année qui permet de comptabiliser le trimestre, même s'il y a une revalorisation au courant de l'année, ça sera toujours celui au 1er janvier qui servira. Donc pour un trimestre, il faut percevoir 1 782 € précisément, ce qui permet de valider un trimestre. Ce qui est important, c'est que dans ce calcul-là, en tout cas de la retraite, il n'y a pas d'arrondi. Si quelqu'un a perçu 1 781 €, ça ferait 0,999 trimestres. On ne comptabiliserait pas un, mais 0 trimestre. Si sur l'année, il a déclaré, imaginons, 2 fois 1 782 €, à ce moment-là, ça nous permettra de valider 2 trimestres sur l'année. Alors, à faire attention sur cet exemple-là, parce que sur les indépendants, il y a ce qu'on appelle aussi les assiettes de cotisation minimum qui permet de valider à minima 3 trimestres, mais globalement, le principe étant de dire c'est votre revenu déclaré N-1 qui comptabilisera vos trimestres sur l'année. Du coup, est-ce que c'est possible pour un indépendant, par exemple, si sur un mois, la personne charbonne et a 4 fois 1 782 €, ça valide 4 trimestres, ou est-ce qu'on ne peut pas tout cumuler sur un mois? L'avantage d'un indépendant sous un statut de travailleur non salarié, c'est qu'on ne lui demande pas de réaliser un chiffre d'affaires ou une rémunération de se verser de façon linéaire sur toute l'année. Quelqu'un qui a un travail de façon estivale et réalise tout son chiffre d'affaires sur la période de juillet et août, ça sera sur juillet-août que son chiffre d'affaires sera rentré, comptabilisé, et il prendra sa rémunération en conséquence en fonction de ce qu'il pourra prendre par rapport à l'entreprise, et il pourra se valider potentiellement à partir du moment où il dépasse, on va dire, les 8 000 € pour arrondir, valider ses 4 trimestres. Et du coup, donc imaginons un autre cas de figure où c'est un salarié qui, sur un mois, a un salaire équivalent à 4 fois 1 782 €. Lui, pour le coup, il ne peut pas valider 4 trimestres. Son bulletin de paye va être soumis au plafond du coup, mensuel à ce moment-là de la sécurité sociale. Et c'est ce plafond qui comptabilisera les cotisations jusqu'à cette hauteur-là.
Et ce plafond, en l'occurrence, ne permet pas de valider 4 trimestres en un seul coup. Avec un seul bulletin de paye de 1 mois sur une année, on peut valider au maximum 2 trimestres, mais pas 4. Même si vous avez un salaire de 20 000 euros sur un mois et que vous ne travaillez plus le reste de l'année, ça validera que 2 trimestres dans ce cas de configuration. Du coup, une personne au SMIC pendant 4 mois pourrait valider 4 trimestres, pendant qu'une personne qui gagne un bien plus gros salaire pourrait le valider en 2, quoi. Et ça, sur la base, on a pris l'exemple de quelqu'un qui est à temps plein. Parce que si on prend l'exemple de quelqu'un qui est à temps partiel, à faire attention, sur la base d'un temps partiel, le salaire va être proratisé. Qui dit qu'il va être proratisé, on va aussi proratiser le plafond de la sécurité sociale. Donc ça veut dire que si vous êtes sur la base d'un 50%, votre salaire soumis à cotisation sera aussi plafonné par 2. Donc si je gagne 8 000 euros mais que je suis à 50%, il ne me faudra pas 2 mois mais 4 mois à ce moment-là pour avoir mes 4 trimestres. Donc vigilance sur aussi les temps partiels. Là, du coup, on parle des trimestres qui sont cotisés et tu disais tout à l'heure, je vais revenir aux trimestres qui ne sont pas cotisés, du coup, qui s'appellent des trimestres assimilés, qui peuvent être liés au chômage, à la maladie. Qu'est-ce que ça veut dire, du coup, un trimestre assimilé et surtout, est-ce que c'est automatiquement reporté sur notre relevé de carrière ou est-ce qu'il faut les demander ? Comment est-ce que ça marche à ce niveau-là ? Normalement, les trimestres sont reportés automatiquement. Peu importe la nature de la période, que ce soit cotisé, assimilé, équivalent, c'est soit reporté l'année suivante, soit ça sera reporté au moment de la liquidation de la retraite. En effet, il y a plusieurs natures de trimestres et les natures ont leur importance, mais ça va être toujours une règle assez commune, c'est-à-dire selon votre situation, la nature peut être plus ou moins importante. Quelqu'un qui va être éligible à un dispositif de carrière longue, la nature des trimestres sera importante, versus quelqu'un qui part à l'âge légal, là la nature des trimestres va être possiblement moins impactant et moins important. Vous avez des trimestres qui sont des trimestres cotisés, c'est-à-dire cotisés au travers d'une activité, donc un salaire, une rémunération de gérant soumis à cotisation, valideront des trimestres cotisés. Et vous avez aussi des trimestres qui sont validés au titre de périodes assimilées. Ce sont des périodes, on va dire, d'interruption de vie. Le chômage, la maladie sont les plus courants, qui permet aussi de valider des trimestres à ce titre-là. Vous avez aussi l'invalidité, vous avez aussi des dispositifs qui est le compte de prévention et de pénibilité qui permet aussi d'avoir des trimestres de majoration qui vont pouvoir s'additionner. Les trimestres validés dans des carrières européennes ou internationales peuvent être aussi pris en compte, ce sont des trimestres équivalents qui vont intégrer le calcul du taux de liquidation de la retraite et qui pourront être comptabilisés et améliorer votre carrière française. Au-delà de ces trimestres-là, invalidité, etc., il y a surtout les trimestres pour enfants. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ça, ceux qui sont acquis automatiquement et ceux aussi qu'il faut demander du coup? Alors oui, il y a un réel enjeu sur les trimestres enfants. Déjà parce que la législation évolue. Et pour le coup, ce qui était vrai il y a peut-être 5 ou 10 ans ne l'est plus aujourd'hui. La réforme des retraites a notamment permis maintenant de bousculer un peu ces trimestres enfants qui étaient attribués par défaut à la mère et maintenant qui peut être attribué au père mais qui est soumis à condition. Donc pour les enfants nés après 2010, le père peut demander à se voir attribuer 2 trimestres au titre de l'éducation à condition d'en faire la demande entre les 4 ans et les 4 ans et demi de l'enfant. Donc ce qui est une période assez courte pour le demander et surtout pour y penser. Ce qui n'est pas forcément le sujet principal de préoccupation de jeunes parents qui ont un enfant de 4 ans. Et donc en effet, les trimestres enfants vont venir s'ajouter, à partir du moment où on a le droit d'en bénéficier, à la durée d'assurance pour permettre de remplir la condition de taux plein à l'âge légal. Juste pour se mettre un peu dans la situation, si là j'ai un enfant demain, au droit de quoi j'ai des trimestres pendant la grossesse, après la grossesse, et si j'ai un ou une partenaire, au droit de quoi il ou elle peut prétendre à des trimestres aussi. Aujourd'hui, pour une personne qui serait salariée, parce qu'on va le voir qu'en effet, selon son statut, les trimestres ne sont pas attribués au même titre, au même nombre. Donc pour quelqu'un qui est salarié, globalement, c'est 8 trimestres qui sont attribués par enfant. 4 trimestres au titre de la maternité, 4 trimestres au titre de l'éducation de l'enfant. On fait exception, hélas, de tous les cas particuliers qui pourraient être des décès avant, des enfants morts-nés ou des particularités où là, les règles sont assez spécifiques. Sinon, c'est 8 trimestres, 4 pour la maternité, 4 pour l'éducation. La maternité, on ne peut pas enlever à la personne, donc c'est 4 trimestres automatiquement attribués à la mère. Pour l'éducation, là par contre, il peut y avoir un partage qui peut être fait, sachant qu'il y a minimum 2 trimestres attribués à la femme, donc c'est-à-dire qu'il reste sur les 8, 6 trimestres attribués d'office à la femme, 2 trimestres pouvant être répartis à ce moment-là, en totalité au père ou en totalité à la mère ou un trimestre chacun.
Pour les trimestres enfants, il faut savoir qu'il y a plein de spécificités qui peuvent être appliquées. On a parlé en effet des trimestres maternité et des trimestres éducation, mais il y a aussi les trimestres au titre de l'adoption qui peuvent être comptabilisés. Donc aujourd'hui, aucune situation n'est figée dans le marbre. Il y a plein de situations spécifiques qui ont été prévues pour pouvoir rentrer dans ce cadre-là d'attribution de trimestres au titre de la majoration. Ok. Et du coup, je reste un peu sur les trimestres assimilés parce que moi, du coup, quand on s'est rencontrés la première fois, c'est ce qui m'avait le plus étonnée. Je sais plus si c'était toi ou un autre formateur qui nous avait donné l'exemple de deux personnes qui font 5 ans d'études à la suite de leur master 2 avec diplôme, mettent 1 an à trouver un travail, sauf qu'il y en a une qui s'inscrit à France Travail et l'autre qui s'inscrit pas. Et il me semble que dans cet exemple, l'une des deux pouvait avoir cotisé en fin de carrière au titre de cette inscription à l'ex-Pôle emploi, et l'autre non, même en percevant pas d'indemnité à ce moment-là. Alors, ça c'est encore un autre dispositif spécifique qui existe, c'est ce qu'on appelle le chômage non indemnisé, qui peut permettre aussi de valider les droits. Donc en effet, en étant inscrit à France Travail mais non indemnisé, on peut rentrer dans une condition, si on a le reste de l'éligibilité, du dispositif du chômage non indemnisé, permettant de valider quand même des droits, des trimestres. Il y a une certaine limite, on ne peut pas tout valider, mais ça peut générer des droits. Et donc, en effet, une personne qui serait inscrite versus une personne qui ne serait juste pas inscrite, dans les deux cas, il n'y a pas d'indemnisation, mais les droits à retraite pourraient être impactés. Ok. Oui, du coup, moi, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'il y a quand même, comme tu dis, plein de dispositifs qui sont prévus pour des situations, et du coup, c'est des dispositifs de solidarité, mais en même temps, on ne peut pas faire toute une carrière avec ces trimestres assimilés ou ces dispositifs, ou si c'est possible. Alors, oui et non, parce qu'on peut cumuler et il n'y a pas forcément de maximum. En soi, la caisse de retraite, la façon dont ils vont fonctionner et valider les trimestres, eux, ça va être par une durée de perception. Donc à partir du moment où il y a un arrêt de travail, vous allez avoir des trimestres qui sont validés. Donc si vous avez 6 mois d'arrêt de travail tous les ans, pendant 40 ans, vous aurez des trimestres tous les ans pendant 40 ans qui seront comptabilisés. Et donc on peut additionner le chômage, la maladie, l'invalidité, des trimestres au titre des allocations vieillesse parents au foyer, sans réelle limite, sans réel plafond. Le plafond, par contre, qu'on peut des fois entendre sur ces sujets-là, c'est surtout pour le dispositif du départ anticipé au titre de la carrière longue, où là, l'entièreté des trimestres maladie, chômage, invalidité ne sont pas pris en compte, ne peuvent pas forcément être pris en compte aux totalités pour calculer une ouverture de droit en carrière longue. Mais pour quelqu'un qui part à l'âge légal, on peut additionner tous ces trimestres et on peut se retrouver avec une personne qui a peut-être 10 trimestres d'activité salariée, 20 trimestres d'activité salariée, et le reste qui seront des trimestres assimilés. À ce moment-là, à partir du moment où elle atteint les 172 trimestres, si c'est son durée de référence par rapport à son année de naissance, aura son taux plein au même titre quelqu'un qu'aura fait 43 d'années salariée. Quand on dit je peux partir à la retraite, au final, qu'est-ce que ça veut dire? Et est-ce qu'il y a un truc vraiment fataliste de si on est né en telle année, par exemple, et qu'on ne rentre pas dans tous ces dispositifs de carrière longue, est-ce que tout est figé ou est-ce qu'il y a une marge de manœuvre? Est-ce que ce taux plein, c'est vraiment nécessaire? Et si oui, comment on l'atteint? Enfin voilà, un peu débroussailler tout ça. Alors aujourd'hui, en effet, ça c'est plein de données. En fait, tu as utilisé plein de termes et plein de données qui vont être différents, encore une fois, selon la nature de votre carrière et auprès de quelle caisse vous avez cotisé. Aujourd'hui, on peut prétendre à une retraite à condition qu'on atteint l'âge légal d'ouverture des droits. Cet âge légal, il est propre globalement à chaque caisse de retraite, même si on a un système qui est assez unifié, mais il y a certains régimes. Je vais prendre l'exemple par exemple de la CRPN, qui est la caisse de retraite des personnels navigants, qui est une caisse de retraite complémentaire, qui peut avoir un âge légal qui est avant la caisse de retraite de base des salariés. Donc déjà, chaque caisse a son âge légal de départ en retraite. Et après, certaines caisses ont un fonctionnement de taux plein en fonction de différents paramètres. On a des caisses qui disent vous allez obtenir le taux plein à condition que vous réunissez votre durée d'assurance attendue par rapport à votre année de naissance. Donc si votre durée c'est 172 trimestres, à partir du moment où vous validez vos 172 trimestres, vous avez votre taux plein. Vous avez certaines caisses qui disent vous aurez le taux plein à partir du moment où vous atteignez un certain âge. Et donc ça veut dire que peu importe votre carrière, on ne va pas regarder votre nombre de trimestres, mais on va juste regarder votre âge au moment où vous partez en retraite.
on a un âge assez courant qui est 67 ans, qui est aussi ce qu'on appelle l'âge automatique du taux plein. Vous avez des caisses de retraite complémentaire, par exemple de certaines professions libérales, qui disent vos retraites est à taux plein si vous partez à 67 ans. Si vous liquidez avant vos 67 ans, vous avez une décote qui est automatiquement appliquée, peu importe votre nombre de trimestres. Et du coup, une décote, est-ce que c'est quoi? C'est comme un peu un malus en assurance? C'est un peu le fonctionnement d'un malus dans le système assurantiel, c'est-à-dire que vous allez avoir un pourcentage qui va minorer votre montant final. Donc, pour schématiser, si votre montant final de retraite était à 10 000 euros et que vos décotes vous fait diminuer de 5% votre retraite, vous allez perdre 5% des 10 000 euros. Maintenant, et c'est là, on va revenir souvent sur ce sujet-là, mais forcément, chaque caisse de retraite a sa façon de calculer sa décote à son taux et ça peut donner des fois des différences qui sont assez importantes. Vous avez une décote qui peut être des 0,625% dans le régime salarié, vous avez des décotes qui peuvent être par 1,25%, qui peut être par 1%. Ça va être facteur de comment fonctionne la caisse de retraite dans ses règles de calcul pour la décote. Mais le principe de la décote est de dire, vu que vous demandez votre retraite sans avoir votre durée d'assurance requise et que vous n'êtes pas dans une condition spécifique qui vous permet d'avoir un taux plein d'office, parce qu'on a des retraites par exemple au titre de l'incapacité ou de l'invalidité qui permettent d'avoir un taux plein d'office, peu importe votre nombre de trimestres dans votre carrière. Mais si vous ne rentrez pas dans ces dispositifs, à partir du moment où vous ne réunissez pas votre durée d'assurance, mais que vous décidez quand même de partir en retraite, une minoration s'appliquera. Et cette minoration s'applique de façon viagée, donc à vie. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ce que la décote représentera et est-ce que c'est si mauvais ou est-ce qu'on peut faire sa retraite avec une décote et bien vivre quand même? Ça va dépendre de votre montant de retraite de base qui est calculé. Déjà, la décote n'est pas calculée forcément de la même façon entre la retraite de base et la retraite complémentaire. Et la décote étant un pourcentage de votre montant de retraite, forcément perdre 5% de 1 000 euros, ça n'a pas le même poids que perdre 5% de 5 000 euros. Et aussi, quel est votre attendu derrière? Aujourd'hui, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça vaut le coup, des fois, de continuer à travailler pour gommer la décote? Ça se calcule. Il n'y a pas de règle universelle pour la décote. Il y a des situations où ça ne vaut pas le coup. Et on se voit bien que gommer les trimestres manquants n'ont peu d'impact. Parce qu'il y a en plus, ce qui se passe, c'est qu'il y a deux systèmes de décote. Il y a une décote qui peut être liée soit à votre nombre de trimestres manquants, soit vous avez une décote qui est liée à votre âge. Parce que comme tu l'as dit, on a un âge automatique de plein qui est à 67 ans où on acquiert automatiquement le taux plein, peu importe sa carrière, sa durée d'assurance, son nombre de trimestres validés tout au long de sa carrière. Et il y a un rapport qui est fait entre ces deux types de décotes, c'est-à-dire que le nombre de trimestres qui vous manque factuellement, donc si vous avez validé 130 trimestres et que vous en avez 172 attendus, il vous en manque 42. Mais à côté, on va regarder combien de trimestres il vous sépare de vos 67 ans par rapport à votre date de prise de retraite. Donc, si je prends l'exemple, pour un calcul simple, quelqu'un qui a 64 ans qui peut partir en retraite, jusqu'à ses 67 ans, il lui manque 12 trimestres civils. Donc à ce moment-là, à 64 ans, automatiquement, la décote ne pourra pas être supérieure à 12. Et c'est ce qu'on appellera une décote à l'âge. Mais ce qui veut dire que si vous continuez à travailler, ça sera votre décote liée à votre âge qui va diminuer votre décote finale et pas votre nombre de trimestres. Donc est-ce que réellement ça a un intérêt? Ça se calcule. Il y a des fois où ça peut être intéressant de se dire je travaille encore une année pour atteindre le taux plein qui, lui, est bénéfique sur la plupart des caisses de retraite auxquelles on peut cotiser. Mais aussi, on a des scénarios qui peuvent dire je peux partir un 1er novembre, mais si je décale un 1er janvier, peut-être qu'en travaillant 2 mois, je vais supprimer un trimestre de décote. Peut-être qu'en finissant l'année, je vais rentrer mon année dans le calcul des 25 meilleures années si elle fait partie de cette liste-là. Donc, il y a plein de situations différentes qui doivent être posées en s'interrogeant en disant si je pars maintenant, quel montant j'ai? Si je décale, quel montant j'ai? Et c'est ce décalage-là et ce gain-là qui permet après de se dire quelle position je vais prendre? Est-ce que ce gain est suffisamment intéressant pour moi? Est-ce que ça vaut le coup globalement de se dire je gagne X euros pour X mois travaillés? Ou non, ça vaut pas le coup, à ce moment-là, je pars en retraite. Et il y a aussi le sujet du cumul emploi-retraite qui peut un peu redistribuer les cartes, qui a été aussi modifié avec la réforme des retraites. S'il y a un objectif de dire je veux prendre ma retraite mais continuer une activité, l'obtention du taux plein peut avoir un intérêt pour continuer en cumul emploi-retraite. Avec ce sujet de la réforme des retraites de 2023, on a énormément parlé de ce chiffre 64 ans, etc. Et du coup, moi, ça m'intéressait aussi, ici, pour des experts de la retraite, savoir
en pratique vraiment ce qui a changé sur tout le reste, ce que ça a permis de débloquer peut-être comme dispositif, ce que ça a effacé comme dispositif. Voilà, qu'est-ce que cette réforme, pour les gens qui prennent leur retraite aujourd'hui par exemple, peut changer d'autre que ce truc de l'âge? La réforme des retraites a eu surtout un objectif d'allonger la durée d'assurance attendue et l'âge légal d'ouverture des droits. 64 ans, tout le monde n'est pas forcément concerné par les 64 ans. Il y a plusieurs bornes qui ont été créées en fonction de votre année de naissance, à partir de septembre 1961 pour ceux qui sont concernés par la réforme des retraites. Votre âge d'ouverture des droits peut être à 62 ans et 6 mois, à 62 ans et 9 mois, à 63 ans, 63 ans et 3 mois, etc. en fonction de votre année de naissance. Donc déjà, ça a modulé cette partie-là. Ça a modulé le nombre de trimestres attendus pour avoir le taux plein. On a eu un rehaussement pour tendre vers ce fameux 172 trimestres attendus pour le taux plein maintenant pour toutes les nouvelles générations. Mais ça a distribué aussi des nouvelles cartes sur le dispositif carrière longue. Avant, on avait des bornes de départ qui pouvaient être 16 ans ou 20 ans, qui était la première condition pour partir en carrière longue, et avec une deuxième condition d'une durée cotisée. Là où ça a été modulé, maintenant on va tenir compte des trimestres validés avant 16 ans, ou avant 18 ans, ou avant 20 ans, ou avant 21 ans. L'objectif sur cette partie-là, c'était de pouvoir possiblement étendre et tenir plus compte de spécificités de chacun. Chaque personne a une carrière qui est différente. On n'a pas deux carrières qui se ressemblent, même deux salariés n'ont pas de carrière qui se ressemblent. La réforme des retraites a permis de prendre en compte plusieurs autres éléments. On a l'intégration de nouveaux trimestres assimilés au titre de la carrière longue qui n'étaient pas comptabilisés avant. On a l'apprentissage aussi qui peut être intéressant pour les personnes qui ont commencé leur carrière en apprentissage. Le rachat de trimestres au titre de ces périodes-là peuvent être comptabilisés pour des ouvertures de droits au titre de la carrière longue. On a une modification sur les départs anticipés au titre du handicap qui ont été revus. Le cumul emploi-retraite a aussi été remodifié et intègre des nouvelles réglementations qui permet maintenant aussi d'acquérir des nouveaux droits. Avant, les cotisations étaient à fond perdu. Maintenant, vous pouvez avoir son éligibilité des nouvelles cotisations en étant au cumul emploi-retraite. Donc, la réforme des retraites a bougé beaucoup de règles du jeu sur les sujets de la retraite. Alors, il y a un sujet qui est intéressant à aborder, c'est que votre retraite, elle est calculée sur toute votre vie professionnelle et période assimilée. On va dire schématiquement, globalement, sur 43 années. C'est ces 43 années qui, à la fin, vont vous donner 1, 2, 3 ou 4 montants de retraite, ou plus en fonction des caisses que vous avez cotisées. Et ces montants sont calculés selon une formule de calcul, et une fois qu'ils sont validés, ils sont donnés à vie. Quand vous partez en retraite, vous allez recevoir ce qu'on appelle un titre, une notification de retraite, et c'est ce document qui fait foi sur le montant qui vous sera attribué. Cette notification, dans la plupart du temps, vous avez 2 mois pour la contester et vous dire si je suis d'accord ou pas. C'est-à-dire que sur 43 années de travail, sur 43 années de législation de retraite qui vous a été appliquée, quand vous partez en retraite, on vous donne 2 mois pour la vérifier. Et je pense que ça, c'est un sujet qui est important à communiquer parce que on le dit jamais assez, mais en effet, ça s'anticipe, la retraite. Parce que 2 mois contrôlés, 43 années de carrière, possiblement plusieurs législations passées, plusieurs réformes de retraite passées, ça peut être assez court comme durée. Quand tu dis contrôler, qu'est-ce qu'il faut contrôler, qu'est-ce qui peut être inexact? Quand vous recevrez votre titre de notification de retraite, vous allez recevoir un document, donc selon la caisse, globalement vous aurez le montant de la retraite qui vous sera mis, un montant souvent mis en brut, et des fois vous avez les formules de calcul qui sont mises. Vous allez avoir par exemple durée d'assurance, revenu annuel moyen, surcote, décote, mais vous n'aurez pas forcément des fois tout le détail de comment ça a été calculé. Ce qu'il faut contrôler, c'est le montant. Si aujourd'hui on vous dit votre montant de retraite est à 1 510 € brut par mois, qu'est-ce qui vous dit que ces 1 510 € bruts sont justes? 2 possibilités. Soit vous faites confiance à la caisse et vous dites si la caisse me dit que c'est ce montant-là, et je le laisse en l'état. Mais vous ne pourrez pas savoir, être sûr à 100% que ce montant est correct. Ou il faut recalculer vos 43 années de carrière, vos 43 années de versement de cotisation, toutes vos périodes assimilées pour savoir est-ce que ça rentre en compte ou ça rentre pas en ligne de compte. Et à ce moment-là, recalculer votre retraite. C'est un travail qui est extrêmement long, qui prend beaucoup de temps parce que ça demande de, entre guillemets, un peu revenir en arrière. Parce que chaque année, on a des variables qui changent. Et donc ça demande de remonter le temps et de valider, checker une année par une année,
bulletin de paye par bulletin de paye, mois par mois, tout ce qui a été versé pour savoir est-ce que ça doit être comptabilisé, oui, non, et si ça doit être comptabilisé, à quelle hauteur et qu'est-ce que ça donne comme gain de retraite sur ce montant-là. Mais du coup, ça, en tant que personne lambda, ni comptable, ni juriste, on peut le checker nous-mêmes. Est-ce qu'on peut le checker avant ces 2 mois de délai très court? Ou comment on peut faire? Globalement, toutes les caisses éditent un relevé de carrière qui permet d'avoir certains éléments qui sont affichés. Votre nombre de trimestres, votre revenu cotisé, une période comptabilisée. Maintenant, ce relevé de carrière n'engage pas la caisse de retraite sur le montant qui sera donné à terme. Parce que votre relevé de carrière, c'est une information qui est communiquée à l'instant T. Maintenant, c'est à vous de la contrôler et de vous assurer que cette information est correcte. Et si elle n'est pas correcte, à vous d'apporter la preuve que l'information est erronée pour la faire corriger. On peut avoir des cas où il peut y avoir des choses manquantes, des trimestres manquants. On va prendre un exemple qu'on voit assez régulièrement, le service militaire est rarement présent sur les relevés de carrière. Maintenant, s'il n'est pas présent sur le relevé de carrière à un instant T, ça ne veut pas dire qu'il sera forcément oublié au moment où vous partirez en retraite. Ce qui compte, c'est le vérifier au moment où vous partez en retraite, parce que c'est au moment où vous partez en retraite où là, par contre, le montant est figé définitivement. Donc c'est là où l'enjeu est important. Mais ça peut être intéressant de le regarder plus tôt. Pourquoi ? Parce que ça vous permet d'anticiper potentiellement un départ en carrière longue, d'anticiper un montant de retraite. Et la seule façon de pouvoir se projeter, c'est s'assurer déjà que sa carrière passée est correcte. Parce que c'est très difficile de pouvoir se projeter dans l'avenir en disant « je vais faire telle chose ou telle situation pour impacter ma retraite ». Si votre carrière passée n'est pas déjà sécurisée, votre projection peut être totalement erronée. Et je vais schématiser grandement, mais si sur votre relevé de carrière, il vous manque déjà 10 années, que vous ne vous rendez pas compte, et que vous dites j'ai acquis ça, je vais faire ça et ça pour augmenter ma retraite, mais si je ne tiens pas compte des 10 années manquantes, ma projection est totalement erronée. Ce que tu disais sur le service militaire, par exemple, il pourrait, sur le relevé de carrière, oublier de le mentionner, mais le prendre en compte plus tard, avant la liquidation des droits. Et est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça qui reviennent souvent dans toi, ce que tu vois, des trimestres oubliés, des choses où nous, en tant, encore une fois, que ni comptable ni juriste, on pourrait avoir cette action de se dire « Ah oui, là, tiens, il manque un truc, je vais envoyer un courrier, le notifier, faire une démarche en ligne pour qu'il apparaisse dès maintenant et ensuite penser à l'optimisation de ma retraite. » Aujourd'hui, tout élément qui est marqué sur un relevé de carrière peut être absent. En soi, ça reste qu'une donnée mathématique. Donc si sur une année en 1995, vous avez marqué 4 trimestres, vous pouvez retécharger votre carrière l'année suivante et possiblement il y aura marqué 0. Ça peut être soit un souci informatique, soit un bug, soit un changement de logiciel qui fait que l'année est supprimée ou autre. Mais tout ce qui est marqué sur votre relevé de carrière pourrait être supprimé à un moment donné pour une raison qui serait X ou Y. Donc ça peut être des trimestres manquants, ça peut être des points manquants, ça peut être un revenu manquant. Donc le plus tôt on commence à regarder, plus tôt on peut détecter des anomalies qui peuvent avoir un impact plus ou moins sur un âge de départ en retraite. Dans l'intro de notre podcast, on dit les phrases qu'on entend le plus vis-à-vis de la retraite, c'est de toute façon, j'y comprends rien, je saurais même pas combien je vais toucher jusqu'à ce que j'ai mon premier virement sur mon compte bancaire, ça m'est pas accessible, etc. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens qui ont complètement laissé tomber l'idée d'avoir du pouvoir sur leur retraite, quoi? Ce que je peux leur dire, c'est déjà de ne pas laisser tomber. Il est vrai que la retraite, c'est un sujet qui est très épineux, qui est très lourd, qui est très dense, qui est très difficile d'accès, parce que vous n'avez pas un endroit où vous retrouverez toute l'information de façon simplifiée, qui vous expliquera en vous disant vous êtes dans telle situation, c'est tel cas. Non, c'est un mix de circulaires, d'applications, de décrets, de textes, de lois, de formules de calcul qui s'appliquent. Donc, la première chose, c'est dans tous les cas ne pas laisser tomber. Pourquoi ? Parce qu'il y a des choses, entre guillemets, simples et d'alerte qui peuvent être vues par tout le monde. Déjà, on sait qu'on peut valider 4 trimestres maximum par an. Donc, vous regardez toutes vos années. Et si sur une année, vous n'avez pas 4 trimestres, il faut se poser la question de est-ce que c'est normal ? Est-ce que ça ne l'est pas ? Si j'étais salarié toute l'année et que je n'ai pas 4 trimestres alors que j'en avais 4 l'année suivante, il y a une interrogation. Pourquoi cette année-là, je n'ai pas 4 trimestres ? Donc déjà, c'est de vérifier des choses qui vous sautent aux yeux. Donc le nombre de trimestres, le début de votre carrière, parce que maintenant, aujourd'hui, les bulletins de paye sont informatisés, on est numérique, les données sont transmises informatiquement. C'était peut-être pas le cas dans les années 90, 80, ou peut-être même vraiment pas du tout le cas dans les années 70. En l'occurrence, on peut voir des fois des bulletins de paye qui étaient écrits à la main.
Donc, sur le début de votre carrière, vérifiez en disant, si mon relevé de carrière m'indique que j'ai commencé à valider des droits en 1975, est-ce que c'est bien cette année-là auquel j'ai commencé à avoir une activité qu'elle compte ? Si j'ai commencé un apprentissage en 73 et que l'année ne remonte pas, vigilance, pourquoi l'année ne remonte pas ? Donc il y a plein de petits points comme ça, d'éléments qu'il faut faire attention sur est-ce qu'il y a quelque chose qui diffère d'habitude. Pareil, vous avez le même revenu, d'une année à l'autre, vous avez votre nombre de points de votre complémentaire qui est divisé par 2. Pourquoi ? Là, il y a une interrogation à se poser. Si votre nombre de points diminue un petit peu ou augmente un petit peu, ça peut s'expliquer par les règles de calcul qui sont assez complexes sur la partie complémentaire, qui fait qu'à revenu équivalent, votre nombre de points peut diminuer un peu. Maintenant, ce n'est pas censé le diviser par 2. Il ne faut pas avoir l'anxiété de se dire j'attends le dernier moment ou je ne vais pas le faire parce que ça me paraît en effet beaucoup trop complexe. Non, j'ouvre mon relevé de carrière, je regarde, est-ce qu'il y a des choses qui me sautent aux yeux ou non ? Toute chose qui vous saute aux yeux, vous demandez une vérification auprès des organismes. Pour demander la vérification, l'idéal étant d'avoir tous les justificatifs. Et c'est là où on peut faire une petite parenthèse, mais on entend souvent dire il faut garder... Combien de temps il faut garder ces documents ? Est-ce qu'il faut que je les garde 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans ? J'ai envie de dire, les documents, il faut les garder jusqu'à temps qu'on n'en ait plus besoin. Et vous n'en aurez plus besoin que quand vous partirez en retraite, où là, votre montant de retraite sera figé. Donc globalement, il faut garder ses bulletins de paye pendant toute sa vie professionnelle. Est-ce qu'il y a certaines situations, un peu des patterns qui reviennent sur lesquels on pourrait un peu mettre en garde les gens ? Une situation qui revient assez régulièrement, alors c'est souvent une situation passée, mais du coup qui peut devenir une situation future pour ceux qui sont au tout début de carrière, c'est la phrase qui dit j'ai des petits boulots, mais ça compte pas pour la retraite. Et ça m'a généré aucun droit. J'ai un exemple à titre personnel, on va dire, mais en effet, quelqu'un qui a des petits boulots, mais qui a fait plusieurs petits boulots, peut au final, vu que les trimestres sont validés au titre du revenu versé, mais pas de la durée d'activité, avoir validé 1, 2, 3 trimestres, par-ci, par-là. Et bien ces trimestres, ils comptent pour la fin de votre carrière. Donc, quand on dit que chaque euro compte, c'est réel pour la retraite. Chaque euro peut permettre de générer un trimestre et de comptabiliser, vous permettre potentiellement d'avoir le taux plein à votre âge légal. Pour les actions qui peuvent être menées, alors plus facile, entre guillemets, quand on est indépendant, parce qu'on a peut-être plus à la main notre chiffre d'affaires et notre rémunération de facto qu'on peut se verser. Mais pour un saisonnier, l'intérêt, ça peut être de se dire, je vais essayer de trouver le moyen d'atteindre une rémunération qui permet de valider 4 trimestres par an, en faisant attention à que cette rémunération ne soit pas versée sur un mois, mais un minimum sur 2 mois, voire peut-être plus en fonction de la rémunération et des contrats qui ont été faits avec la personne. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui croient cotiser à la retraite à certains endroits, mais qui ne le font pas. Ou alors des personnes qui, par exemple, travaillent au black ou sont dans des situations où elles sont en activité pratiquement parlant, mais sous un régime officieux ou autre. Qu'est-ce qu'on peut leur dire à ce niveau-là ? Parce que du coup, ces personnes, si je ne me trompe pas, cotisent pas du tout à la retraite. Exactement. Qui dit pas de cotisation dit principalement, généralement, pas de droit à retraite. Les caisses de retraite ne vont pas reconnaître le travail qui est fait de façon officieuse. Donc, un non-déclaration de revenus soumis à cotisation ne générera pas de droit à retraite. Un cas qu'on a souvent on a eu l'occasion d'accompagner, les professions libérales qui ne se déclaraient pas auprès de leur caisse pour la partie retraite. Donc, payer des cotisations avec l'impression de cotiser, mais payer uniquement les cotisations maladie et pas les cotisations retraite. Ce qui fait qu'en ne payant pas les cotisations retraite, ils n'étaient pas comptabilisés, du coup, ne généraient pas de droits. Et ça peut être aussi une situation qui génère un trou sur une carrière où peut-être pendant 5, 6, 7 ans, vous n'avez aucun trimestre qui a été validé, vous avez payé des cotisations, oui, mais pas les cotisations retraite. Parce qu'il existe plein de cotisations différentes. Les cotisations sociales, vous avez des cotisations de la branche maladie, de la dépendance, vous avez la partie CSG, et aussi qui donne l'impression de cotiser, en tout cas vous versez de l'argent, mais qui ne sont pas attribués, alloués pour les caisses de retraite. Aujourd'hui, c'est une situation qui est censée être moins visible, car les systèmes ont été faits pour, à partir du moment où vous vous déclarez en bonne et due forme, que vous affiliez en bonne et due forme à vos caisses, vous allez payer vos cotisations auprès de l'URSSAF, auprès de vos caisses de retraite. Donc, c'est une situation qui peut être vraie dans des années, on va dire, plutôt passées. Maintenant, aujourd'hui, à partir du moment où vous déclarez, pareil pour un micro-entrepreneur, vous déclarez votre chiffre d'affaires,
vous avez votre abattement, vous payez vos cotisations, vos droits à retraite sont automatiquement comptabilisés. La retraite, c'est quelque chose qui est très nébuleux parce qu'on a un enchevêtrement de règles, d'applications, de cas spécifiques, de dérogations qui vont impacter à terme le montant final de votre retraite. La particularité, ce que j'aime bien dire, c'est que la retraite, en fait, c'est un jeu auquel vous êtes obligé de jouer globalement, mais vous n'avez pas la règle du jeu au début. Et il n'y a pas une règle du jeu, mais il y a plein de règles du jeu différentes selon votre parcours, et ces règles du jeu en plus vont évoluer, supprimer, être modifiées sans que ça soit fait de façon suffisamment explicite et claire. Si on doit résumer les règles du jeu de la retraite, les points d'attention, les points de vigilance, c'est déjà connaître à quel âge on peut partir à la retraite, est-ce qu'on est éligible à un dispositif qui permet de partir plus tôt, réaliser une projection qui permet d'estimer un montant de retraite qu'on peut avoir, qui peut quand même être une projection importante pour se projeter et possiblement faire des choix de carrière, et surtout de faire valider sa carrière avant d'opérer un choix stratégique. Avant d'opérer un rachat de trimestre, on s'assure qu'on en a besoin. Avant de diminuer sa rémunération, on s'assure que ça n'impactera pas sa date de départ à taux plein. Avant d'augmenter sa rémunération, on s'assure que l'augmentation aura réellement un intérêt et ne va pas générer plutôt des cotisations à fond perdu. D'où l'intérêt de bien vérifier sa carrière pour avoir une base solide et pouvoir projeter un futur qui aura un intérêt concret. Ce qui peut être intéressant aussi à dire, c'est que déjà de vérifier auprès de quelle caisse on cotise et auprès de quelle caisse on a cotisé. Et si demain on décide d'opérer un changement stratégique, un changement de métier, se dire maintenant si je change ma nature d'activité, auprès de quelle caisse je vais cotiser pour savoir quelles vont être les nouvelles règles du jeu qui vont m'être imposées. Et on peut avoir des cas où en rentrant dans une nouvelle caisse, on peut modifier des choses qui ont été passées et pourtant qu'on pensait figées dans le temps. Le plus communément aujourd'hui, c'est les trimestres attribués au titre des enfants, le fait de basculer dans le régime de la fonction publique. La fonction publique devient ce qu'on appelle un régime compétent auprès de l'attribution des trimestres et les règles ne sont pas les mêmes. Donc ça veut dire que quelqu'un, salarié du privé, qui a fait 25 années, qui a eu 1, 2, 3 enfants au titre des salariés du privé, se dit je décide de devenir fonctionnaire sur la fin de ma carrière, va changer les règles d'attribution des trimestres, et ça ne pourrait plus être 8 trimestres, mais 4 trimestres au titre des enfants. Ce qui veut dire que quelqu'un qui a 3 enfants peut se voir passer de 24 trimestres de majoration à 12 en étant fonctionnaire, alors qu'on est sur quelque chose qui est déjà passé, que les enfants sont déjà nés. Donc connaître les règles du jeu est extrêmement important pour savoir à combien et quand on pourra prétendre à la retraite. La retraite aujourd'hui est donnée au travers d'institutions publiques, c'est l'État, sur lequel on a notre système par répartition. Donc quand vous faites confiance à ce montant-là il est donné à vie. Si je fais une parallèle avec le système des impositions, quand vous déclarez vos revenus et que vous allez possiblement payer des impôts, soit vous vous dites je fais confiance à ce montant-là et je paye mes impôts, c'est un montant que je paye sur l'année, soit je décide de recalculer pour m'assurer que le montant est correct et qu'il n'y a pas d'anomalie. La retraite, c'est la même chose, sauf que la retraite, c'est votre dernier bulletin de paye à vie. D'où l'intérêt de quand même s'assurer que le montant qui vous est donné est bon, parce qu'une erreur de 50 € par mois, ça fait 600 € par an. Sur une espérance de vie, à 20 ans, on est à 12 000 € de différence. Pour un droit sur lequel vous avez cotisé à l'origine et qui vous aurait été dû. Pour conclure, la retraite, c'est votre dernier bulletin de paye. Donc c'est quand même mieux de savoir combien on va gagner jusqu'à la fin de notre vie, en espérant que ce soit la partie la plus longue.